Ce lundi 6 janvier 2025 a marqué le début d'une toute nouvelle ère à la WWE avec l'arrivée de Raw sur Netflix. Cet épisode, on en a parlé mercredi sur la chaîne, donc vous pouvez aller voir là-bas mon avis dessus, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que tout le monde n'a pas été convaincu. Bien sûr, c'est pas la seule chose qui fait débat dans le catch, Hulk Hogan, la tournée d'adieu de John Cena ou encore le retour de Edge en 2020 ont aussi été mentionnés en réponse à mes posts sur YouTube et Twitter, et donc comme chaque mois, il est l'heure de revenir ensemble sur vos avis les plus controversés concernant le catch. Allez, comme d'habitude, on perd pas de temps et on commence directement avec le premier avis qui nous dit « C'est impossible de regarder la WWE sur Netflix et c'est dommage d'autant que les commentaires en français, eux, sont disponibles. » Alors là, pour cet avis-là, c'est très simple, je suis juste pas d'accord tout simplement parce que c'est faux. En fait, on peut totalement regarder la WWE sur Netflix en France ou d'ailleurs n'importe où. Pour ça, c'est hyper simple, il suffit d'utiliser un VPN et ça tombe très bien puisque cette vidéo est sponsorisée par le meilleur d'entre eux, NordVPN. Bon, je pense pas avoir besoin de vous expliquer ce qu'est NordVPN, c'est juste le plus populaire et le plus efficace des VPN disponibles qui vous permet de changer votre emplacement virtuel en modifiant votre adresse IP pour justement vous connecter dans un autre pays et profiter de la WWE sur Netflix. Alors, dit comme ça peut paraître très compliqué, mais en fait, avec NordVPN, c'est hyper simple, il vous suffit juste de cliquer sur le pays de votre choix dans la liste ou sur la carte, et hop, le petit logo connecté apparaît, et maintenant je peux me diriger sur Netflix et regarder Raw, SmackDown, NXT, ou même tous les PLE historiques de la WWE. Tout ça, je peux le faire sur mon PC, mon téléphone ou encore une tablette, et NordVPN est même disponible sur Apple TV et Android TV, et tout ça en simultané jusqu'à 10 appareils. Bien sûr, NordVPN vous offre plein d'autres avantages, comme le chiffrement de vos données sur Internet pour vous protéger quand vous allez regarder du catch, ou non, du catch c'est très bien d'ailleurs. Donc vous voyez, pas d'inquiétude, l'intégralité du catalogue WWE disponible sur Netflix n'est qu'à quelques clics de vous, il vous suffit de vous rendre sur le lien en description ou en commentaire épinglé pour rejoindre NordVPN et profiter de nombreux avantages. Avec mon lien nordvpn.com/monsieurhawkin, vous aurez même 4 mois d'abonnement supplémentaire sur votre abonnement de 2 ans, ce qui revient à moins de 3 € par mois, et vous pourrez aussi profiter d'un service client disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7, même pendant les PLE. NordVPN s'engage en plus à vous satisfaire avec un service satisfait ou remboursé dans les 30 premiers jours, donc n'attendez plus, foncez dans la description, et moi de mon côté je remercie NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Sur ce, n'attendons plus et passons directement au premier avis qui concerne John Cena dont j'ai parlé au début, puisqu'une personne nous dit « Le fait que John Cena ait annoncé en avance sa tournée de retraite est une terrible idée d'un point de vue scénario. Ça va rendre les choses bien trop prévisibles. De plus, j'aurais préféré que son dernier match soit à WrestleMania contre Orton ou Edge, voire les deux en triple menace. » Bon, vous le voyez, il y a plusieurs choses dans la vie, mais globalement, je suis plutôt pas d'accord. Alors, déjà, sur le fait de terminer sa carrière à WrestleMania, ça aurait pu être une bonne chose, notamment contre Orton. Edge, je pense pas que ce soit possible, il est à la AEW et le contrat a pas l'air de se finir bientôt, donc je pense pas que ce soit possible d'avoir un Edge Cena en 2025 où on peut tirer un trait dessus. Par contre, sur l'idée de finir la carrière à WrestleMania, autant ça me choque pas en soi et ça aurait effectivement été un moyen de finir en apothéose, mais ça me dérange pas pour autant que John Cena veuille pousser jusqu'à fin 2025 parce que déjà, ça nous permettra certainement de le voir en France ou en Europe pendant le restant de l'année, mais surtout parce que ça lui permet de vraiment faire une tournée d'adieu complète et pas juste de se contenter de 4 mois entre janvier et avril. Après ça pour moi c'est la partie un petit peu la moins intéressante de la vie, je trouve que le début est beaucoup plus intéressant puisque selon cette personne, le fait que John Cena ait annoncé sa tournée d'adieu, ça rend cette tournée extrêmement prévisible, dans le sens où j'imagine cette personne considère que John Cena ne va pas remporter de titre, qui va pas avoir d'histoire majeure dont il va ressortir grandi, qui va simplement être là pour mettre en avant la nouvelle génération. Sauf que justement, là où moi je suis pas d'accord avec cet avis, c'est que John Cena il reste pendant 1 an, et on l'a vu avec sa promo sur Netflix, très clairement, il peut se passer absolument tout et n'importe quoi pendant cette année. Là, il vient d'annoncer qu'il allait se diriger vers le Royal Rumble. Honnêtement, peut-être que certains d'entre vous sont convaincus qu'il va pas le gagner, mais ça paraît pas déconnant de voir John Cena gagner un Royal Rumble. Et autant ça régalera certaines personnes qui sont fans de lui et qui veulent le voir faire des folies dans sa tournée d'adieu, autant certainement que ça va en décevoir beaucoup, et c'est aussi ça qui a toujours marqué la carrière de John Cena. Donc pour moi, non, le fait que John Cena ait annoncé sa tournée d'adieu, c'est pas quelque chose de négatif qui rend toute cette année 2025 trop prévisible pour lui, parce que certes, on imagine bien qu'à la fin, il va pas remporter une ceinture et conclure l'année avec une ceinture, quoi qu'en soit, c'est pas impossible, on l'a vu avec Bryan Danielson à All In, personnellement j'étais convaincu qu'il allait perdre et pourtant il a gagné, mais sans aller autant dans les détails, je pense que justement, il aura parfaitement l'occasion pendant cette année de mettre de nouveaux catcheurs en avant, mais aussi de quand même rappeler qui il est et très certainement de gagner des matchs, et même pourquoi pas, des matchs de championnat. Et donc en gros, pour résumer mon avis global sur la fin de carrière de John Cena, je trouve que justement, avoir dit décembre 2025, c'est terminé pour moi, et en gros vous avez 365 jours pour profiter de ce que je peux proposer sur un ring ou au micro, c'est juste absolument parfait, et c'est la meilleure chose à faire pour terminer une aussi grande carrière que celle de Cena. Donc honnêtement, comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo, j'ai très hâte de voir ce qui va se passer, et je suis pas d'accord avec l'avis qui dit que c'est trop prévisible.
Allez, on enchaîne directement avec un avis qui là est très simple, il n'y a pas d'artifice. Le cash-in de Tiffany Stratton est un des meilleurs de tous les temps. Là, ça va être très simple, je vais pas non plus déblatérer pendant 15 ans, je suis absolument d'accord avec cette personne. Ça fait déjà pour moi aucun doute que le cash-in de Tiffany Stratton, c'est le meilleur dans la division féminine. Certes, la compétition est pas immense, il y a celui de Io qui était plutôt sympa, mais globalement, ça restait quand même... déjà, les règnes de Miss Money in the Bank étaient très courts, et les cash-in, il y en a pas particulièrement qui m'ont marqué. Mais même si on extrapole jusqu'à la division masculine, je trouve que le cash-in était extrêmement bien amené, autant dans la construction, même si certains ont été frustrés par les tensions qui augmentaient entre Tiffany et Nia, qui selon certaines personnes ont pris trop de temps avant d'exploser. Mais déjà, moi tout ça, ça m'a pas forcément dérangé, et en plus, je trouve que le moment du cash-in avec le premier faux cash-in où elle attaque l'arbitre et elle permet à Nia de gagner le match, puis elle l'attaque après pour finalement vraiment utiliser sa mallette et gagner le titre, j'ai trouvé ça absolument parfait, c'était original, j'ai pas l'impression que ça ait déjà été fait, ou en tout cas pas exactement de cette manière-là, et donc oui, pour moi, le cash-in de Tiffany Stratton se place très facilement dans le top 5 des meilleurs cash-in de la WWE, autant masculin que féminin, et comme je l'ai dit, ça fait aucun doute que dans la division féminine, c'est assurément la meilleure Miss Money in the Bank qu'on ait jamais eue. En tout cas, à mes yeux, encore une fois. Ok, on passe à la suite avec là un avis complètement différent. Une personne nous dit que Raw et SmackDown qui passent à 3 heures, c'est l'enfer. Ce sont des shows bien trop longs pour des programmes hebdomadaires et on n'a pas tous autant de temps à consacrer à WWE, surtout si, comme moi, on aime aussi suivre d'autres promotions. Ça, c'est un avis que j'ai absolument voulu sélectionner parce qu'en fait, c'est très difficile de se positionner dessus. Parce que je trouve que cette personne a totalement raison sur un point, et c'est surtout sur ce qu'elle dit à la fin, c'est que on n'a pas forcément tous le temps d'accorder 6 heures par semaine à Raw et à SmackDown. Sachant qu'en plus, si on ne regarde que la WWE, ce qui, attention, pour certains est un crime, hein, vous allez en prison pour ça, bah faut aussi rajouter NXT qui dure 2 heures chaque semaine, et si effectivement vous êtes quelqu'un qui aime bien regarder toutes les promotions, c'est même pas la peine de faire le calcul, il y a beaucoup trop de catch à regarder pour pouvoir tout voir. Donc sur cet aspect-là, moi je ne peux être que d'accord. C'est effectivement un problème, on n'a pas tous le temps, ni en vrai, c'est un truc à prendre en compte, l'envie de consommer autant de catch. En soi, beaucoup de personnes font comme moi, c'est-à-dire suivent le catch comme un divertissement, etc. Moi j'aime bien en parler avec vous, que ce soit ici ou sur Twitch, mais ça reste à la base quelque chose qui me permet de me divertir, et j'ai pas envie dans ma semaine de consommer 15-20 heures de catch, et déjà j'en consomme beaucoup entre l'actualité et ce que je regarde moi de mon côté pour mes vidéos. Donc ça c'est un premier aspect de la longue durée de Raw et SmackDown et du passage à 3 heures. Le problème c'est que pour moi il y a un autre penchant à ça, c'est que avec la taille du roster de la WWE actuellement, passer à 3 heures, je pense que on est obligé de reconnaître que c'est le meilleur choix possible. Et je trouve d'ailleurs qu'on l'a vu quand Raw et SmackDown là ont été à 2 heures pendant quelques semaines, on a vu beaucoup de catcheurs passer au second plan, et je pense, j'en sais rien, par exemple à Pretty Deadly du côté de SmackDown, je pense aussi, on va en parler après, à Carmelo et Andrade qui pour moi, pendant un moment étaient vraiment mis en avant et qui ensuite l'ont été beaucoup moins. Et même si en soi SmackDown ça a toujours fait 2 heures et que quand Andrade et Carmelo avaient des matchs chaque semaine ça durait aussi 2 heures, ça montre bien qu'un show de 2 heures ça permet absolument pas de caler tout le monde et qu'il y a un moment où t'es un peu obligé de faire des choix. Et donc c'est pour ça que c'est difficile pour moi de dire si je suis d'accord ou pas avec cet avis. J'aurais plutôt tendance à dire que je suis pas d'accord parce que je préfère un show de 3 heures dans lequel on a le temps de mettre vraiment tout le monde et de construire des choses, sachant que là ils ont rajouté 2 titres mineurs féminins donc il va falloir encore plus de temps autant à Raw qu'à SmackDown. Parce que même si au final c'est sûr que tout le monde n'a pas le temps de regarder, il y a des moyens, il y a des récaps, il y a Sturi qui fait des récaps chaque semaine, il y a plein de chaînes YouTube qui font des récaps, il y a des highlights aussi qu'on peut regarder, on peut regarder le show en x2, enfin des solutions il y en a plein, alors que malheureusement des solutions pour mettre tous les talents en avant, il y en a un peu moins. Mais ceci dit, encore une fois, je comprends, on n'a pas tous le temps ni l'envie d'accorder 10 heures au catch dans notre semaine, donc c'est aussi un problème pour certains et ça se comprend totalement. Allez, on passe à l'avis suivant, et ça c'est un avis que j'ai beaucoup vu passer. Quelqu'un nous dit « J'en ai marre des bagarres pour booker chaque storyline. J'ai l'impression que c'est à chaque fois une solution de facilité pour booker une rivalité, or dans la plupart des cas, ce n'est pas nécessaire. » Cet avis-là, je voulais le mentionner parce que c'est vrai que quand on pense storyline, rivalité dans le catch, on pense très rapidement à ça va s'embrouiller au micro 2 secondes, ça va aller se taper, et ensuite, voilà, ça va construire le match tranquillement, le match va avoir lieu, on en fait 2 ou 3 avec des bagarres entre temps, et voilà. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai l'impression que la WWE a pris un peu un chemin de facilité pour ses rivalités et a vraiment voulu construire toutes ces histoires comme étant un enchaînement de bagarres, promo au micro, match, bagarre et on recommence. Alors que, en vrai, si tu regardes, il y a énormément d'autres solutions. Il y a la fameuse promo par satellite, comme ça évite que les mecs aient la possibilité de rentrer en contact physiquement.
Il y a énormément de moyens avec, j'en sais rien moi, des jeux un petit peu psychologiques, avec des catcheurs qui peuvent avoir tendance à fuir, etc. Mais après, je trouve que ils sont justement en train de prendre une direction un peu meilleure vis-à-vis de ça, notamment à SmackDown, et je pense notamment à la rivalité entre DIY et Motor City Machine Gun, qui, jusqu'à présent, j'ai pas l'impression, a eu de bagarre vraiment dans les vestiaires ou de choses comme ça, et on a vraiment eu ce côté un petit peu presque psychologique avec Johnny Gargano qui profite de cette relation avec ses adversaires pour justement les mener un peu en bateau, voler des victoires dans les matchs, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, je sais pas si c'est concrètement un avis controversé, mais j'ai quand même l'impression que oui, parce que beaucoup de personnes pourraient répondre à ça en disant, ok, du coup, comment est-ce que tu construis une rivalité si ce n'est en faisant des bagarres? Et là, même si on peut leur donner raison dans un sens parce qu'il n'y a pas 36 000 moyens, je pense qu'il y en a quand même un peu plus et que la WWE pourrait justement les utiliser. Allez, vous vouliez des avis controversés, là c'est le mien qui va être controversé, peut-être un peu moins celui de la personne. Quelqu'un nous dit, malgré toutes les mauvaises choses qu'il a faites en dehors du ring, etc., Hulk Hogan reste et restera toujours dans le top 3 des plus grands catcheurs all-time, mettez du respect sur le catcheur. Alors, attention parce que là, l'avis de cette personne, peut-être certains vont être totalement contre, certains vont être totalement d'accord, mais je pense que ce que je vais dire moi, c'est probablement ce qui va être le plus controversé. Je sais que ça plaira pas à tout le monde, mais c'est aussi le but de cette vidéo, de balancer des folies comme ça dans tous les sens. Je pense que Hulk Hogan n'est pas dans le top 3, ni même, je vais le dire, dans le top 5 des plus grands catcheurs all-time. Et je tiens à le préciser, ce que je dis là, c'est indépendamment totalement de toutes les dingueries qu'il a pu faire en dehors du catch. Parce que je sais que là, certains vont me dire que je suis déformé par toutes les folies de Hulk Hogan en dehors de la WWE. Pas du tout, je parle vraiment uniquement dans le catch. Après, peut-être que mon avis est biaisé par le fait que j'étais pas né au moment du prime de Hulk Hogan, mais la réalité, c'est que, à mon sens, ce qu'a fait Hulk Hogan avec la WWE, c'est plus un travail de l'entreprise en général, de choisir un mec, de le mettre en avant, etc., plus qu'un travail de la personne en elle-même. Et je sais que là, on va certainement me dire que, non, n'importe qui n'aurait pas pu être à la place de Hulk Hogan, et je suis d'accord, n'importe qui, non, mais quelqu'un d'autre, très certainement que oui. Et en soi, encore une fois, j'ai pas suivi le prime de Hulk Hogan, mais si je regarde par exemple des Rock, des Austin, c'est vraiment des mecs qui ont apporté une certaine révolution, qui avaient un certain style vraiment en termes de promo, etc. Hulk Hogan, je suis désolé de le dire, mais si tu le compares aux grands face de l'époque, genre Macho Man, Ultimate Warrior, etc., c'est des personnages hauts en couleur, qui ont des mouvements très exagérés, etc. C'est pas un mec qui a un panel de talent immense qui lui permet vraiment de s'établir comme l'un des plus grands catcheurs de tous les temps ou le plus grand catcheur de tous les temps. Qu'on considère que c'est un des catcheurs les plus populaires, oui. Qu'on considère que c'est un catcheur qui a contribué à rendre le catch mainstream, oui. Qu'il a marqué l'enfance de tous les gens qui le suivaient à l'époque, aucun souci là-dessus. Par contre, autant je considère qu'un Austin, par exemple, aurait été très difficilement remplaçable, autant un Hogan aurait, je pense, pu être remplacé par un mec qui, lui aussi, peut parler au public de la manière dont Hogan le faisait, et lui aussi peut faire les matchs que Hogan faisait, à condition qu'il soit écrit de la bonne manière. Et moi, c'est surtout sur ça que je veux insister, c'est que, en fait, ce qui a permis à Hogan d'être cette superstar plus grande que nature, c'est la manière dont il a été écrit dans ses matchs, et sans cette manière d'avoir été écrit dans ses matchs, Hogan n'aurait pas été Hogan. Alors oui, peut-être qu'en extrapolant cette réflexion, on peut aussi considérer que The Rock n'aurait pas été The Rock, que Austin n'aurait pas été Austin, sauf que pour moi, un The Rock ou un Austin, même si tu essayes de le bloquer un petit peu en milieu de carte, il va tellement te faire des promos de fou et il va tellement arriver à transcender la foule que tu vas avoir un effet de public qui soutient tellement le gars que t'as presque plus le choix que de le mettre en avant. Et à moins que je me trompe, mais encore une fois, j'ai pas la science infuse sur ce truc-là, j'ai pas du tout l'impression que ce soit le cas avec Hulk Hogan. Donc pour le répéter, et encore une fois, c'est probablement un avis controversé, je ne mets pas Hogan dans mon Mont Rushmore des plus grands catcheurs of all time. Allez, maintenant que j'ai donné un petit coup de pied dans la fourmilière et que je sais que ça va se déchaîner dans les commentaires, mais c'est pas grave, on est là pour ça, un avis qui concerne cette fois-ci le retour de Edge en 2020, quelqu'un nous dit que il est catastrophique. Il y a eu trop de retours tous les 2 mois, un heel turn qui n'a aucune justification logique, une exclusion du clan illogique également, et trop de victoires inutiles au lieu de mettre en avant les autres talents. Alors ça, pour moi, c'est vraiment un avis très controversé parce que, en fait, j'ai l'impression qu'on s'arrête trop facilement au retour de Edge au Royal Rumble et à la rigueur à sa rivalité contre Orton vers WrestleMania, etc. Parce que, effectivement, le retour de Edge au Royal Rumble, c'est l'un des plus grands retours de tous les temps. Moi, c'est un retour qui m'a absolument régalé. C'est vraiment, j'ai pas de termes pour décrire à quel point c'était incroyable de voir Edge revenir après la blessure alors qu'on pensait que sa carrière était terminée. Par contre, effectivement, on est obligé de reconnaître que le run qu'il a derrière, il n'est pas à la hauteur du retour. Alors, je dis on est obligé de le reconnaître, en réalité c'est purement subjectif, mais je suis globalement d'accord avec cette personne, et en particulier sur le point de mettre en avant d'autres catcheurs, et je pense particulièrement à la victoire de Edge à WrestleMania 39 contre Finn Balor. C'est horrible de faire ça, ça n'avait aucun sens de faire perdre Finn Balor, encore plus si t'avais décidé de ramener le démon dans un Hell in a Cell.
Donc après, ça n'enlève absolument rien à la carrière de Edge, que je trouve incroyable, et c'est un des catcheurs que j'aime le plus dans l'histoire. Je pense qu'il a vraiment accompli énormément de choses, et que c'est un des plus grands catcheurs. Alors, je le mets pas dans le top 5 non plus, voilà, qu'on me dise pas tu mets pas Hogan, tu mets Edge. Non, je le mets pas dans le top 5. Mais on est obligé de reconnaître qu'il fait partie des meilleurs. Par contre, je suis d'accord, le retour, il y a effectivement trop de victoires, il y a des retours tous les 2 mois pour essayer un petit peu de surfer sur cette pop au moment de la musique de Edge, et même si effectivement à son âge peut-être qu'il pouvait pas catcher toutes les semaines, je pense qu'on aurait pu le ramener pour faire des promos, pour faire des trucs, pour un petit peu meubler, plutôt que de le faire disparaître et revenir à chaque fois. Bref, globalement je suis d'accord avec cette personne, le retour de Edge en 2020, à part les quelques premiers mois et surtout le moment Royal Rumble, c'est pas le plus grand truc de tous les temps. On passe à l'avis suivant, c'est un avis que j'ai mentionné rapidement tout à l'heure. Une personne nous dit « Je trouve pour l'instant le retour de Andrade et le parcours de Carmelo Hayes décevant. Tous les deux ont de bons matchs dès qu'ils en ont, mais ne sont dans aucun programme. Ils réussissent à gratter du temps d'antenne, mais ça s'arrête là, alors que les deux sont géniaux. » Cet avis-là, il rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur les 3 heures de Raw et de SmackDown. Effectivement, Andrade et Carmelo Hayes, ils ont eu ce gros truc où ils ont eu leur Best of 7 et la rivalité avec LA Knight, et depuis, malheureusement, ils ont plus grand-chose, voire plus rien. Alors oui, Andrade, il est plus ou moins mêlé avec LA Knight à la rivalité contre Solo, etc. Mais très honnêtement, cette rivalité, j'ai l'impression que c'est du pur meublage, et c'est effectivement ce que dit cette personne. Et donc, vous l'aurez compris, je suis d'accord avec cet avis-là, et moi aussi, je trouve ça extrêmement dommage de pas plus utiliser le talent de ces deux gars qui, très clairement, pourrait faire de bien meilleures choses, et je pense que Carmelo il est même sous-estimé par beaucoup de gens, et j'espère que le passage de SmackDown à 3 heures va permettre de donner un petit peu plus de temps d'antenne à Carmelo et à Andrade, peut-être qu'il y en a un qui va aller à Raw, etc. Mais quand on voit les débuts qu'a fait Carmelo avec le premier de draft, etc., le match contre Cody Rhodes et tout, je trouve ça un petit peu dommage que après il est complètement dégringolé pour ne plus faire grand chose aujourd'hui. Après je sais qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que Carmelo finalement n'est pas à la hauteur du main roster et qui va flop, etc. Mais pour le coup j'attends de vous lire en commentaire pour voir si effectivement il y a une majorité de gens qui sont plus de l'avis de cette personne et donc du mien, ou plus de personnes qui disent que de toute façon il n'y a rien à faire de ces deux gars, que c'est des mid-carders, etc. Bref, ça je vous laisse en débattre dans les commentaires et on peut passer à l'avis suivant. Justement, l'avis suivant, il va peut-être aussi en surprendre certains, ou en tout cas mon avis sur la question justement. Une personne nous dit que Pete Dunne est énormément bridé en termes de in-ring depuis qu'il a quitté NXT UK. Son booking actuel ne l'aide pas du tout alors qu'il a le potentiel d'être une star immense. Alors là, je vais aller assez vite, je suis pas d'accord, surtout sur la deuxième partie de l'avis. Qu'il a été bridé dans le ring depuis qu'il a quitté NXT UK, j'ai pas vu tout ce qu'il a fait chez NXT UK, mais effectivement, ça me semble ne faire relativement aucun doute, ou en tout cas, il est pas autant mis en avant, donc il a pas l'occasion de montrer tout ce qu'il est capable de faire. Par contre, j'avoue que personnellement, je n'ai pas d'affinité avec Pete Dunne, et donc le fait de dire qu'il a le potentiel d'être une star immense, je suis pas vraiment d'accord. En fait, c'est un peu bizarre, mais Pete Dunne, je vois vraiment absolument rien en lui, si ce n'est un mec qui dans le ring peut effectivement faire des trucs très cool, mais au-delà de ça, je le vois absolument pas aller chercher un titre, et même, ça va peut-être faire mal, mais je le vois même pas aller chercher un titre, genre États-Unis ou Intercontinental. Alors très certainement que tous les fans de Pete Dunne qui ont vu ce qu'il a fait chez NXT UK vont m'incendier et me dire que je comprends pas son catch, etc. Mais de mon avis personnel, quand je vois Pete Dunne sur ma télé, peu importe ses rivalités, j'arrive pas à être investi, ça m'intéresse pas plus que ça, et à la rigueur, je trouve que ces derniers temps, le fait de jouer un petit peu sur le nom Butch et le fait qu'il pète un câble sur ce nom-là, peut-être que ça peut donner un certain engouement du public qui va prendre un plaisir à lui crier un nom qu'il déteste, et peut-être que ça peut le permettre de passer à un autre niveau en termes de relation avec le public et de potentiel de star. Parce que pour l'instant, comme je l'ai dit, pour moi, ça a beau être un très bon catcheur dans le ring, je trouve rien qui me fait dire que ce mec a un avenir potentiellement radieux, etc. Comme par exemple, je peux le trouver chez un Carmelo Hayes, comme je viens d'en parler. Donc voilà, je sais que Pete Dunne, c'est un des catcheurs qui est le plus apprécié à la WWE, ou en tout cas par les gens qui ont suivi le catch indépendant, etc., comme Gunther, mais c'est mon avis dessus. Encore une fois, vous êtes libre de donner le vôtre dans les commentaires, et on passe aux quelques derniers avis de la vidéo. Allez, l'avant-dernier avis de la vidéo, il concerne l'esthétique globale des shows WWE, puisqu'une personne nous dit qu'aujourd'hui, les shows WWE sont moches à regarder. La qualité des storylines et des matchs sont vraiment sympas, mais la DA est catastrophique. Les écrans LED sont majoritairement noirs ou aux couleurs du sponsor, le tapis du ring bleu et noir avec des sponsors, etc. Alors ça c'est un avis que je partage totalement, je trouve que, alors autant le ring avec les sponsors, etc, il y a beaucoup de gens qui en parlent, autant la DA globale des shows, j'ai l'impression que c'est pas autant un sujet, alors que pour moi ça devrait l'être. Et là, on l'a aussi vu avec le passage sur Netflix, c'est vrai que la WWE a vraiment cette volonté de mettre des écrans LED partout, parce que ça leur permet de justement afficher les logos des sponsors quand il y a besoin, etc. Et autant parfois c'est pas dérangeant, par exemple mettre juste un fond noir avec le logo de Raw ou de SmackDown, moi ça me pose pas de soucis, autant quand il y a des grandes barrières blanches avec le logo d'une publicité comme
comme ça a pu être le cas à WrestleMania, je trouve que ça a vraiment tendance à attirer l'œil et justement ça nous empêche de nous concentrer sur le match. Après, pour quand même dire un petit peu de positif, je trouve que la nouvelle arène de Raw est vraiment sympa. Ils ont gardé ce côté un petit peu minimaliste, mais justement en l'améliorant par rapport à la précédente pour que ça ait quand même un peu plus de cachet et que ça donne quelque chose d'un peu plus joli. Mais c'est clair que pour moi, il y a encore pas mal de défauts. Les tapis de ring noir et bleu, je suis d'accord, je suis absolument pas convaincu. Les logos sur le sol, ça, j'ai l'impression que c'est quand même un avis qui est plutôt partagé, qu'on n'en est pas trop fan. Mais pour moi, ça va un peu plus loin que ça, c'est-à-dire que la DA globale, il y a pour moi des choses à changer, même si le nouveau logo de Raw est pour le coup très sympa et qu'encore une fois, il y a des choses positives. Je trouve qu'effectivement, il y a des améliorations à faire, et même si on peut pas cracher complètement sur toutes les nouveautés qui sont essayées, je pense que parfois, c'est bien de revenir à des trucs plus simples, plus basiques, pour avoir des arènes peut-être plus épurées et un peu plus sympas à regarder. Voilà, écoutez, il nous reste plus qu'un avis. Alors en réalité, c'est deux avis que j'ai mélangés un petit peu en un et qui concernent justement ce dernier épisode de Raw sur Netflix. Donc on va y aller avec une première personne qui nous dit: d'après moi, l'arrivée de Netflix à la WWE est une très mauvaise idée. Je suis d'accord que le catch est un divertissement, mais j'ai peur que le produit ne se focalise désormais plus qu'uniquement sur l'aspect jeu d'acteur, prestance et non sur la qualité de catcheur de la superstar en elle-même. J'ai bien peur donc que la plateforme se base sur des catcheurs qui savent vendre plutôt que des personnes de talent et que cela redevienne comme avant avec des John Cena à outrance, etc. Donc, je vais d'abord répondre à cet avis avant de répondre sur le deuxième, mais encore une fois, les deux concernent le Raw sur Netflix. Celui-là, c'est plus sur l'arrivée globale de la WWE sur Netflix, et le second, c'est directement sur ce qui s'est passé lors de ce premier Raw. Mais donc, pour répondre à celui-là, le problème, c'est qu'en fait, cet avis, je pense qu'il est controversé parce que c'est pas nouveau, en fait. C'est-à-dire que c'est pas l'arrivée de Raw sur Netflix qui va changer quelque chose. Pour moi, la WWE a toujours, depuis des années, largement plus mis en avant des catcheurs qui pouvaient vendre, qui connectaient avec le public, etc., que des catcheurs qui étaient extrêmement bons techniquement ou qui étaient considérés universellement comme d'excellents catcheurs. Et donc, je pense pas du tout que l'arrivée sur Netflix va changer ça, et je pense que ça va juste rester la même chose, c'est-à-dire que, effectivement, on va plus avoir tendance à mettre en avant des Roman Reigns, des John Cena, etc., qui ont cette connexion avec le public et qui arrivent vraiment à vendre et à mettre la WWE à un tout autre niveau, et que les catcheurs qui, eux, sont meilleurs techniquement et qui trouvent un autre moyen de se mettre en avant, c'est plus le public qui va les pousser, et peut-être que d'ailleurs, avec cette nouvelle ère, ça va même encore mieux marcher que dans l'ère précédente sous Vince McMahon. Donc c'est pour ça que pour moi, j'ai pas vraiment d'inquiétude sur l'arrivée de Raw sur Netflix en tant que principe. Je comprends les gens qui s'inquiètent un petit peu de cet aspect trop cinéma, etc. Et le truc, c'est que, pour moi, ça, c'est pas quelque chose de nouveau, ça fait des années que la WWE s'oriente dans cette direction. À titre personnel, ça ne me dérange pas, et je pense pas que cette nouvelle ère va complètement changer la manière de voir les choses à la WWE. On va rester sur la formule qui existe depuis des années et qui, on va pas se mentir, a très bien fonctionné jusqu'à présent. Donc voilà, ça c'était pour l'arrivée globale de la WWE sur Netflix. Maintenant, un avis qui concerne vraiment l'Euro qu'on a eu ce lundi, avec une personne qui nous dit: Raw sur Netflix était trop feel good, ce qui m'a totalement déconnecté du show, et aussi trop de segments inutiles comme Hogan, etc. Alors, c'est vrai que ce premier épisode de Raw sur Netflix, il a beaucoup fait réagir pour la première raison qui en soi est très simple, c'est qu'il était extrêmement attendu par tout le monde. Même moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, je voyais ce show presque comme un mini WrestleMania, ou en tout cas comme un PLE, mais diffusé en show hebdomadaire. Et autant on a eu des choses très importantes, on a eu un changement de titre, on a eu la fin de la rivalité solo Roman Reigns, ou en tout cas un premier accomplissement, on a eu le grand match entre Seth Rollins et CM Punk qui a fait débat mais que personnellement j'ai beaucoup aimé. Bref, effectivement, sur la globalité du show, c'était construit presque comme un PLE. Par contre, je suis d'accord que c'est peut-être bizarre à dire, mais c'était peut-être trop construit comme un PLE. Et c'était peut-être d'ailleurs trop construit comme un événement spécial qui presque sort de ce qu'on va avoir dans les semaines suivantes. Et par exemple, même si je conçois que c'est fait pour faire du feel good et pour faire bien réagir la foule, même si on l'a vu que ça a pas trop marché, le fait de faire débarquer l'Undertaker et Hulk Hogan, bon, ok, c'est des légendes, c'est très bien, pourquoi pas, mais en fait, il faut pas que ce soit une apparition juste pour faire une apparition, ou alors il faut que ce soit pour moi une apparition presque annoncée, comme par exemple on l'a eu cette semaine avec The Rock à NXT. Et c'est aussi pour ça que le fait d'avoir annoncé que The Rock allait être présent pour ce premier épisode de Raw sur Netflix, au vu de ce qu'il a fait justement dans le segment d'ouverture, ça m'a absolument pas posé souci. Parce que s'ils avaient fait débarquer The Rock comme une surprise, comme ils l'ont fait avec l'Undertaker, pour qu'il nous fasse sa promo tout gentil avec le câlin à Cody Rhodes, etc., je pense qu'on aurait été encore plus déçus que ce qu'on a pu être déçus avec ça. Donc voilà, sur l'idée globale que ce show était peut-être trop feel good et qu'il y avait trop une volonté de mettre en avant les célébrités dans le public, etc., je suis plutôt d'accord. Après, moi, ça m'a pas déçu à ce point-là, j'ai quand même trouvé beaucoup de côtés positifs à ce show, et en fait j'ai l'impression que c'était, comme je l'ai dit dans ma vidéo, vraiment une vitrine pour dire la WWE arrive, voilà ce qu'on est capable de faire, voilà ce qu'on propose, et dans les semaines suivantes on va très certainement revenir dans la norme, ce qui aussi pour moi répond à l'avis et aux inquiétudes de l'avis précédent. Non, je pense pas que tous les épisodes de Raw sur Netflix auront la même construction que celui-là c'était
vraiment un épisode spécial pour l'ouverture, et je pense que dans les semaines suivantes, on va revenir sur une formule plus classique, qui, au vu de ce que ce premier épisode nous a teasé, avec notamment l'apparition de John Cena, va être, je pense, très très cool à suivre. Voilà, en tout cas, ça et tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, y compris l'avis sur Hogan et tout, c'est uniquement ce que moi je pense. Vous êtes encore une fois libre d'en débattre entre vous dans les commentaires, c'est même vivement conseillé, et c'est aussi conseillé de me suivre sur cette chaîne, sur Twitter, etc. pour être là au moment où je posterai les prochains avis controversés, pour que vous aussi vous puissiez partager le vôtre et justement en débattre avec tout le monde dans les commentaires. Et tant que vous y êtes, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en prenant votre abonnement NordVPN avec le lien dans la description et en commentaire épinglé. Je les remercie encore une fois d'avoir sponsorisé cette vidéo. Moi sur ce, je vous attends sur Twitch et sur la chaîne secondaire pour plein de contenu toute la semaine. C'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.